Vous écoutez l'épisode 161 du podcast Business en spa esthétique, précurseur de la beauté du luxe, l'œil de l'expert avec Célia Vepori. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Dans les derniers épisodes de ce podcast, je vous ai parlé de l'avenir de notre secteur, un avenir plus premium, plus exigeant et plus structuré. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que ce futur, en fait, il existe déjà. J'ai le plaisir de recevoir une femme qui n'a pas attendu que le marché soit prêt pour faire le choix du luxe. Une entrepreneure avant-gardiste, exigeante, visionnaire, qui a créé un concept unique à Perla Rara, avec 2 centres sur Ajaccio et Porto Vecchio. Dans cet épisode, nous allons parler positionnement, standard, vision et surtout de ce que signifie concrètement incarner le luxe dans notre métier. Alors c'est parti pour cet épisode. Bonjour Célia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous accordes sur un sujet qui concerne une grosse partie des professionnels de la beauté, sur la question du positionnement du luxe justement. Et pour commencer ensemble, ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on regarde un petit peu ton parcours et surtout le choix que toi tu as fait, puisque tu as fait le choix du luxe dès le départ. Oui, alors bonjour Tiffaine, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, c'est vrai que moi, je suis rentrée dans le domaine de l'esthétique, non pas pour l'esthétique pure et dure, mais déjà avec, je dirais, l'envie de comprendre la peau. Moi-même, j'ai eu des problèmes d'acné, alors une adolescence sans aucun bouton, et puis finalement, à l'entrée de l'âge adulte, c'est là où ma peau a complètement changé, de l'acné d'un seul coup qui arrive autour de mes 19 ans. Donc, on me diagnostique à la suite un syndrome des ovaires polykystiques, et finalement, à ce moment-là, les seules solutions qu'on me propose, ce sont des solutions médicamenteuses que je ne veux pas prendre parce qu'en fait, j'en avais tout simplement très peur. Et donc, je décide de faire mon petit bout de chemin. Alors, je commence, j'étais très très loin du domaine de l'esthétique, personne dans ma famille n'y était, etc. Mais je commence effectivement à m'intéresser à ce monde par ce qui était, je dirais alors à l'époque, je dirais les codes de l'esthétique, les gommages à grains, les choses comme ça. Et finalement, j'arrivais pas à trouver de solution. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai commencé vraiment à pousser mes recherches jusqu'à ce que je découvre des études par des dermatologues de l'époque dans différents pays que je faisais traduire pour la petite anecdote par mon beau-père, etc. Et finalement, je me rends compte qu'il y avait vraiment un esthétique différent. Et ça m'a permis en fait de réaliser qu'il y avait des approches, des méthodes alternatives à tout ce qui existait entre guillemets en France pour l'époque. Et ça m'a complètement passionnée. Alors ça m'a passionnée parce qu'en plus de ça, j'avais vraiment des résultats sur ma peau, qui était pourtant une acné dite hormonale, etc. Et c'est vrai que cette passion qui s'est présentée à moi m'a vraiment permis de développer mes compétences à travers la peau, en comprenant vraiment la peau. Et après, j'ai étendu cette compréhension sur, je dirais, la peau en règle générale et non plus spécifiquement pour l'acné. Et donc finalement, quand j'ai décidé de me mettre dans le luxe dès le départ, c'était vraiment parce que je me reconnaissais pas honnêtement dans le modèle qui était dominant, qui était celui en fait où les structures entre guillemets couraient après le volume, on empilait des prestations, il y avait vraiment une sorte d'épuisement à vouloir satisfaire tout le monde tout de suite, etc. Et je savais que moi, j'avais besoin de comprendre, il y a vraiment une sorte de stratégie d'enquête à mettre en place. Je savais que je pourrais pas tenir comme ça. Donc pour moi, ce qui m'a amené vraiment dans le luxe, c'était pas vraiment une question de prix ou d'image, mais c'était vraiment le fait de poser un cadre. Voilà, c'était vraiment prendre le temps,
aller en profondeur, suivre les clientes justement dans la durée et pouvoir surtout assumer les recommandations que je leur faisais. Donc, ça Hmm. a été un parti pris, accepter d'avoir moins de clientes, peut-être accepter que ça prenne plus de temps, mais je voulais vraiment pouvoir les accompagner vraiment et ne pas rester en surface pour en avoir beaucoup, etc. Et finalement, cette décision du luxe s'est présentée à moi un petit peu sans que je le... Enfin, oui, je le décidais vraiment, mais d'une autre manière. De ce que je comprends, c'est que donc dans ton parcours, tout de suite, toi, tu as été vraiment attiré par le soin de la peau, un peu plus tard par le facialisme. Peut-être tu pourras aussi nous en parler du lien et de la transition vers le facialisme. Et que ce que tu voulais, c'était, avec ton métier, proposer cette approche de la peau différente, avec comme mot d'ordre, ce que j'entends, c'est l'étape de diagnostic, en fait, et de prendre le temps de faire ce diagnostic et de comprendre chacune des peaux et leur réaction. Et de ce fait-là, tu as très vite compris que pour pouvoir s'offrir le luxe de ce temps, c'était justement de se positionner plutôt luxe. Est-ce que tu peux nous présenter justement un petit peu plus en détail le concept à perles rares? Et est-ce que ce positionnement, pour toi, quand tu t'es lancé là-dedans, est-ce que c'était vraiment genre une évidence absolue? Ou quelque part, est-ce que tu avais un peu conscience de cette prise de risque? Oui, alors le concept à perles rares, c'est vraiment un centre donc spécialisé dans la peau où on va proposer des accompagnements. Donc il y a vraiment une méthode qui a été mise en place avec justement des diagnostics précis, poussés, etc. Une forme d'enquête, une vraie intention, un vrai désir de résultat, mais pas sur du one shot, pas sur du soin isolé, vraiment dans le cadre d'un accompagnement durable et de ce fait, un suivi, une relation professionnelle qui se met en place avec les gens et un accompagnement dans la cohérence et dans ce que moi j'appelle la sécurité, c'est-à-dire vraiment de manière maîtrisée. Et finalement, pour répondre à ta question de est-ce que c'était une évidence ou pas, je dirais les deux. Les deux parce que à l'intérieur, c'était vraiment très clair. Je savais, j'avais ma vision, etc. Mais c'est vrai que l'extérieur m'a beaucoup fait douter. J'ai eu des remarques, j'ai eu des doutes qui ont été projetés par mes proches, etc. J'entendais tout le temps, mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher ici? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis en Corse, dans une toute petite île, qui, malgré les strass et les paillettes de l'été, est quand même l'une des régions les plus pauvres de France. Donc c'est vrai qu'au niveau de la région d'Ajaccio, on est 18 000 habitants, etc. Donc c'est vrai que c'était compliqué à la fois d'arriver avec cette sorte de désir-là qui était peut-être pas exactement en corrélation avec le marché économique. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que pour moi, c'est plus important de m'associer au marché actuel ou de rester fidèle à ma vision? Et ce qui est bien, c'est que, étonnamment, j'ai pas eu peur d'échouer parce que ça aurait pu être un vrai frein. Et j'ai pas eu cette peur-là et j'ai choisi vraiment de rester fidèle du coup à ma vision en acceptant que ça prenne peut-être plus de temps. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait vraiment cette cohérence-là qui était vraiment déterminante en fait. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un peu plus de cette approche que tu avais, de ce que j'entends du luxe, qui pour toi, c'était pas forcément le prix. Tu voyais pas ça comme un luxe autour du prix, mais vraiment une philosophie et une manière d'exercer ton métier. Aujourd'hui, beaucoup confondent encore, par exemple, le haut de gamme et le luxe. Selon toi, qu'est-ce qui fait justement la vraie différence entre un centre positionné haut de gamme et l'approche du luxe? Oui, alors c'est très juste ce que tu dis parce que pour moi aussi, en fait, le haut de gamme et le luxe, ils se distinguent pas vraiment, enfin, pas que par le prix en tout cas. Je pense Mm. que c'est surtout le type de promesse qu'on va faire aux clients. Par exemple, dans le haut de gamme, on sait que on va trouver des choses qui vont être de qualité supérieure. Là où Mhm. finalement, avec le luxe, on va vraiment aller dans une sorte de valeur émotionnelle. On va beaucoup plus loin, selon moi, hein, mais on va vraiment parler de l'expérience client au sens large. C'est pas le seul critère, c'est plus juste l'efficacité. Donc, tu sais, pour moi, ça va au-delà du soin. On met en scène vraiment le temps, la lenteur, le Mm. silence. On va intégrer aussi la dimension autour du système nerveux.
Par exemple, quand on va travailler la peau, bien sûr, il y a des soins très techniques, mais on va vraiment chercher à prendre en compte aussi le système nerveux de notre client. Et puis, il y a une vraie relation émotionnelle qui se met en place avec la personne. On cherche vraiment à la connaître, à la comprendre. Et c'est vrai que le client, pour moi, il ne vient pas juste pour un soin, en fait. Il va vraiment venir pour ressentir. Donc, il y a le résultat cutané qui est là, mais qui est vraiment indissociable au vécu. Donc là, Hmm. on n'est pas dans le client paye plus pour avoir plus, mais c'est vraiment pour ressentir, pour moi, hein, pour ressentir autrement. Dans ce que je comprends et j'aime beaucoup la façon dont tu le présentes, c'est que sur l'approche du luxe, en tout cas pour la peau, on a d'abord critère non négociable, c'est cette technicité et cette maîtrise et ce résultat qui est validé. Mais j'aime beaucoup quand tu dis que le luxe, en fait, on s'occupe aussi du système nerveux de la cliente, de système nerveux, c'est-à-dire de l'expérience. J'aime beaucoup cette définition, tu vois, c'est une des premières fois où on me la présente comme ça, mais ça pose aussi les choses de façon plus claire. Justement, dans votre posture de conseillère, experte, parfois le luxe, c'est aussi de savoir dire non, non à une cliente, même si voilà, on entend souvent que les codes du luxe, c'est on ne dit jamais non à la cliente. Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi, par exemple, toi, tu dis non aujourd'hui dans ton centre? Oui, alors c'est sûr que on a beaucoup de tendances. Les réseaux sociaux nous montrent constamment des nouveautés et puis on a une sorte de sentiment d'urgence qui est Ouais. là. Et c'est vrai Mm. que moi, j'ai tendance à toujours essayer de prendre beaucoup de recul. C'est sûr qu'on a envie d'être, voilà, de voguer sur la tendance, d'avoir des vues, d'être visible, de faire parler, etc. Mais j'ai vraiment tendance, moi, à dire non, enfin en tout cas à vraiment observer les tendances. Et moi, finalement, je me pose vraiment une question, c'est est-ce que cette tendance s'intègre vraiment dans les protocoles que j'ai mis en place? Est-ce que ça va m'apporter encore plus de précision ou pas? Et c'est Mm. vrai que je trouve que c'est vraiment très important de savoir dire non aux demandes qui vont pas être finalement alignées à ce qu'on veut. Et moi, pour le coup, c'est vraiment à l'intérêt réel de la peau. Donc, j'observe, je prends mon temps, je me pose cette question, je l'analyse. Et puis, si cette technologie ou cette nouveauté finalement a vraiment du sens, ben, dans ce cas-là, je l'intègre. Et puis, c'est pas grave si c'est parfois un petit peu plus en retard. Parce que finalement, je l'ai vraiment réfléchi, je l'ai structuré, je lui ai donné du sens. Et finalement, ben, tout de suite, s'il arrive, déjà, il y a une signature. Je réponds jamais à une tendance en la standardisant, je dirais, comme c'est présenté. Donc, je lui donne vraiment une identité par rapport à ce qu'on est, nous, à l'Institut. Et puis, justement, c'est vraiment réfléchi, travailler dans une cohérence. Et ça arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je dirais. Alors, j'aimerais justement qu'on approfondisse un petit peu plus ce côté structure, expertise et ultra personnalisation. Et j'aime beaucoup ta vision par rapport à la technologie qui est très présente chez toi et à comment tu arrives à intégrer des innovations qui sont utiles dans ton approche et faire le tri avec les effets de mode. Tu parles souvent d'ultra personnalisation et ça fait définitivement partie de ton approche de soins. Et tu travailles sur des accompagnements long terme. Alors pourquoi est-ce indispensable aujourd'hui, selon toi, quand on veut se positionner en tant que spécialiste de la peau dans une dimension émotionnelle du luxe? Pourquoi aujourd'hui le fait de travailler sur des accompagnements long terme, c'est indispensable? Ben parce que déjà, pour avoir vraiment de l'efficacité, les choses, elles se font pas en une fois. Donc, nous, en tout cas, on trouve que c'est honnête que de dire aux clients que venir faire un soin, ça sert pas à grand-chose. Bien sûr, ils vont passer un bon moment, bien sûr, leur peau va être hydratée, bien sûr, tout un tas de bénéfices qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des personnes qui viennent soit avec une problématique, donc avec une vraie attente de solution, soit pas de problématique, mais avec quand même des attentes derrière. Et ce qu'il faut, c'est essayer de vraiment comprendre quelles sont les attentes de ces personnes, donc d'où l'importance de vraiment les écouter, d'aller au bout, de les laisser vraiment s'exprimer sur leurs perceptions, leurs attentes, leurs motivations, etc., pour ensuite pouvoir leur proposer quelque chose de cohérent. Et quand on a des personnes, effectivement, qui veulent une solution,
on sait très bien que c'est pas en un soin qu'on va tout transformer. Il y a vraiment une sorte de rééducation à faire là-dessus, où on nous promet tout le temps la baguette magique, le produit miracle, et puis on veut tous une réponse hyper réactive, rapide, par notre impatience, etc. Et puis parfois par du désespoir, hein, quand j'ai des personnes qui vraiment des problèmes de peau très avancés et qui ont essayé des tonnes de choses, elles arrivent presque un peu désespérées. Souvent, on est un peu leur dernière possibilité. Bah, c'est vrai qu'il faut réussir à quand même leur dire, ben, pour vous aider, il faut que vous participiez au fait que vous compreniez qu'il y a besoin de patience, de cohérence, de discipline. Et là-dessus, on va vous accompagner, on va être là pour vous. Et ce qui est bien, c'est que on sait que ces personnes-là vont vivre un petit peu des ascenseurs émotionnels. Parfois la peau va stagner, parfois la peau ça va un peu s'aggraver, puis ça va s'arranger, puis on va avoir l'impression. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et donc si on laisse la personne comme ça un petit peu livrée à elle-même en lui faisant la promesse qu'un soin va changer sa vie, on va pas la revoir cette personne. Alors que si tout de suite on va lui dire, écoutez, voilà, vous avez telle problématique ou tel désir, telles attentes, etc. Voilà ce qu'on va mettre en place. On va se suivre, on va s'accompagner, on va devoir ajuster. On est là pour vous. C'est vrai que là-dessus, ben, tout de suite, ça met en place cette fameuse relation un peu émotionnelle dont je parlais, un cadre sécurisant, une maîtrise de ce qu'on fait parce qu'en fait, la personne, elle se laisse guider, on lui explique pourquoi. Donc finalement, il y a vraiment une sorte... elle vient dans quelque chose où on est vraiment incarné. Donc en fait, Mm. c'est pour moi l'ultra personnalisation, c'est vraiment pas de l'improvisation. On pourrait croire que on ferme les yeux, on pioche comme ça et puis non non, c'est vraiment l'inverse. C'est à travers un cadre qui est vraiment structuré, on va pouvoir s'adapter de manière très fine. Ouais, j'aime beaucoup ça. Dans ce que tu décris, pour moi, je visualise une sorte de contrat moral aussi qui est passé avec la cliente, avec le client, dans cette dimension de relation client. Et ma prochaine question, c'est justement dans cette approche de relation, la relation client, elle change, mais quel est l'impact aussi au niveau rentabilité du centre? Parce qu'on est quand même là sur le podcast Business en spa esthétique. Est-ce que tu peux aussi nous dire quel est l'impact niveau business, niveau rentabilité de ton activité? Ben, disons que ce qui est sûr, c'est que quand on veut proposer ce type de prestation, on ne peut pas que analyser, je dirais, de manière que pragmatique, le coût, etc. À un moment donné, il y a aussi une dimension de valeur. On Hmm. sait que notre accompagnement va nécessiter beaucoup d'à côté. Nous, nos clientes, elles ont un suivi vraiment au moment où elles le veulent, elles nous écrivent, etc. Donc, on définit quand même nos prestations avec un certain niveau de valeur. Mais parce qu'on sait que derrière, soit il y a beaucoup de choses qui sont invisibles, mais qui sont là et qui permettent justement la structure, soit il y a beaucoup de choses qui sont pas offerte au sens voilà réduction etc. Je sais que là-dessus voilà toi non plus tu n'es pas du tout là-dedans et je partage complètement ton point de vue, mais c'est vraiment du service cadeau en supplément etc. Des attentions supplémentaires qui font que effectivement la valeur perçue est presque encore supérieure. Donc Hmm. il faut vraiment faire attention effectivement à trouver le juste équilibre aussi. Mais on va avoir une attention sur la rentabilité pure, brute, je dirais, du coût par soin, etc. Mais il y a aussi la valeur perçue, il y a ce que nous on propose, l'accompagnement on propose, toutes ces choses invisibles, tous ces réajustements, etc. Qui permettent à ce que finalement on puisse nous ajuster, nous améliorer à chaque fois, ou en tout cas, à défaut de nous améliorer, à pouvoir vraiment proposer pas de la nouveauté, parce qu'encore une fois, c'est vraiment très structuré, mais un ajustement de chaque instant. On continue justement sur ce côté, le luxe façon entrepreneur, être positionné luxe. Qu'est-ce que toi, cela t'impose comme niveau d'exigence, peut-être envers toi-même déjà? Oui, en fait, c'est sûr que c'est très exigeant pour un chef d'entreprise que d'être dans le luxe, Hmm. parce que déjà, ce sont des décisions pour moi qui sont vraiment des décisions qu'on doit prendre dès le départ. Je dis pas qu'on ne peut pas passer de moyenne gamme, haut de gamme vers du luxe, etc. Mais je pense pas qu'on puisse le faire sans se délester de beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on est dans cette approche-là dit du luxe, il y a vraiment beaucoup de contraintes, d'exigences qui sont là.
comme par exemple, il y a tout un travail autour de, comme je disais, le cadre, la structure, le discours. Il faut vraiment que les équipes aussi puissent représenter cette dimension-là. Il y a vraiment une dimension dans notre cas, d'expertise, de professionnalisme. Il y a la posture aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin d'exemplarité. Donc, il faut vraiment pouvoir incarner cette dimension-là. Il y a vraiment beaucoup de détails à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très exigeant. Donc, je pense que ça fait un petit peu partie de nous ou pas, dans le sens où euh, soit on aime et dans ce cas-là, on va s'éclater et aimer ce niveau d'exigence. Comment tu fais justement pour maintenir ce niveau d'exigence dans la durée, c'est-à-dire sans toi t'épuiser parce que ce niveau-là nécessite une certaine forme, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et que aussi je le ressens, une certaine forme de pression un peu constante. Donc comment toi tu fais justement pour te prémunir de l'épuisement? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Et puis souvent, voilà, quand on est dans l'exigence, on n'est pas loin du perfectionnisme. Il y a pas mal de choses qui peuvent justement venir pour moi perturber. En fait, c'est toujours la manière dont on décide de le faire. C'est là où aussi je parlais d'exemplarité, c'est-à-dire si effectivement on va prendre en compte le système nerveux de la cliente sans prendre en compte le nôtre, ça n'a pas de sens. De toute manière, on ne saurait pas lui parler. On ne saurait pas lui donner des conseils qui pourraient vraiment faire résonance en elle. Donc la première étape, voilà, c'est d'essayer de s'offrir d'abord à soi-même ce qu'on cherche à offrir à nos clientes. Cette connaissance de soi, cette capacité à s'écouter, cette capacité à ne plus se fuir, à ne plus éviter ses émotions, etc. Ben, je pense que c'est vraiment ça qui nous permet enfin, de vivre, voilà, de vivre Ouais, différemment et du coup de pouvoir interagir avec les autres de manière différente aussi. absolument. En un mot, selon toi, quelle est justement l'erreur la plus fréquente des professionnels dans notre secteur qui veulent monter en gamme? Je dirais peut-être un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où, à un moment donné, quand on veut faire des gros changements et qu'on était dans un autre système avant, c'est pour ça que je dis c'est pas impossible, mais c'est plus, ça demande plus de déconstruction. C'est vraiment ça en fait, c'est d'être capable de déconstruire beaucoup de choses. Et par Mhm. exemple, je dis une bêtise, mais la première idée qui me vient, c'est si par exemple on était dans du moyenne gamme, par exemple, avec une certaine équipe. Est-ce que l'équipe arrivera à être en cohérence avec cette nouvelle image de marque, avec ces nouvelles exigences? Bien sûr, ça peut être accompagné, ça peut être... Mais c'est plein de questions comme ça qu'il faut se poser. C'est sûr que une cliente, elle va être beaucoup plus hétérogène, etc. Il va avoir une sorte de brouillard dans l'image perçue, etc. Donc, je pense que l'erreur numéro une, c'est vraiment de vouloir faire comme si de rien n'était et de vouloir juste changer comme ça pour changer parce qu'effectivement c'est tentant, c'est attrayant, etc. On a l'impression que, mais ça demande vraiment, je dirais pas de vrais sacrifices parce que ça donne une dimension presque de voilà de contrainte, de lourdeur, pas du tout, mais ça demande de prendre vraiment des vraies décisions et des décisions qui sont vraiment très inconfortables, surtout au départ. Moi, je le vois très très bien ce que tu décris dans les accompagnements qu'on propose, Mhm. euh, notamment quand, par exemple, une chef d'entreprise vient nous voir et nous dit qu'elle aimerait justement augmenter les standards qualité. Donc, on regarde quelle stratégie, et c'est là où souvent on sous-estime le poids en fait des émotions dans ces décisions stratégiques-là, toutes les peurs, toutes nos barrières, tous nos freins. Et je crois que c'est pour ça aussi que quand on a cette ambition-là, ça vaut le coup d'être accompagné parce que nous, on accompagne aussi sur cette partie émotionnelle qu'on arrive à voir, qu'on arrive à comprendre et qu'on va justement pouvoir débloquer, notamment au travers des sessions de coaching. Donc, je te rejoins à 100% sur cette mise en garde-là, en tout cas. J'aimerais qu'on termine, Célia, ensemble, la question, on va dire, un peu universelle que je pose à tous mes invités dans le podcast. Ta vision, en fait, pour l'avenir du secteur. Quand tu regardes l'évolution de notre marché, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que tu pressens, en fait? Qu'est-ce que tu vois pour les 5 prochaines années?
Alors, moi, je crois, depuis longtemps, je crois vraiment à la voix spécifique. Je pense que ce qui va être important, ça va être vraiment de se trouver une vraie identité aujourd'hui. Voilà, de vraiment travailler sur, oui, une vraie identité par rapport à qui on est, à ce qu'on veut promettre finalement, ce qu'on veut raconter. En fait, je pense que demain, il sera important d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et je pense qu'il va falloir vraiment choisir son camp, prendre des partis pris. Et c'est pour ça, c'est ça que j'appelle une voie spécifique. C'est pas tant dans la spécialisation à tout prix, mais c'est vraiment savoir prendre des vraies décisions et les assumer jusqu'au bout. Et c'est vrai que je trouve que souvent, quand on va vers l'esthétique, les esthéticiennes, souvent, notre plaisir premier, c'est de faire plaisir. C'est de faire Mm. plaisir, c'est de faire en sorte que les autres on est un peu au service de l'autre, quoi. On a envie de prendre soin. Et finalement, je pense que celles qui demain arriveront vraiment à sortir du lot, etc., ce seront celles qui seront prêtes à ne plus plaire à tout le monde. Je souhaite ça à toute professionnelle. Moi, je pense que le marché, il va se polariser avec voilà, des structures qui vont être vraiment dans le volume, dans le prix, dans tout ce qui est automatisation, etc., avec la montée des réseaux sociaux. Que ça va vraiment être ça. Ou alors, justement, des maisons expertes, plus relationnelles, plus transformationnelles. Je pense que ça serait un peu ça, mais encore une fois, avec vraiment des partis pris et des vraies identités pour que ça Mm. fonctionne. Merci beaucoup, Célia. Donc, ce que tu nous dis, c'est peut-être que tous les instituts n'ont pas forcément pour vocation d'aller vers le luxe, mais ce qui est très important à retenir, c'est que il faut déjà que ça parte de soi, en fait, en tant qu'entrepreneur de la beauté, et de clarifier un petit peu la vision du métier qu'on veut incarner, peut-être, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait, hein. Moi, je pense que le luxe, c'est vraiment pas, enfin, je pense pas que tout le monde doive aller vers le luxe, mais effectivement, c'est de se poser la question, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et de l'assumer pleinement et d'aller au bout de son idée. Merci beaucoup, Célia, pour cet épisode. Je suis ravie de d'avoir échangé avec toi. Pareillement. Et, et je te souhaite encore de très belles réussites avec ce magnifique concept que tu portes si bien. Merci beaucoup. Merci, Tiffany, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce que je trouve particulièrement passionnant dans le parcours de Célia, c'est que le luxe n'est jamais une posture marketing, mais plutôt une véritable incarnation. C'est une vision, une exigence, une cohérence entre ce que l'on promet et ce que l'on délivre. Alors si cet épisode vous a inspiré ou vous a questionné, challengé, c'est peut-être que vous êtes vous aussi à un tournant de votre positionnement. Sachez que Célia propose des formations et des accompagnements pour permettre aux professionnels de monter en compétences et de se professionnaliser dans l'expertise de la peau. Et pour notre part, chez ESBE, vous le savez, notre vocation, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise de notre secteur, ceux et celles qui veulent élever leur niveau de jeu sans se renier. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.